Le lien traumatique qui te maintenait à ses côtés n'était pas de l'amour. C'était une chaîne chimique forgée par des années de cycles de douleur et de soulagement que ton cerveau avait appris à confondre avec de l'attachement. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que personne n'avait de mots pour te décrire ce que tu vivais. Pas tes amis, pas ta famille, peut-être même pas le thérapeute que tu avais fini par consulter, épuisé de ne pas comprendre pourquoi tu ne pouvais pas partir, alors que tu savais quelque part très profondément que quelque chose n'allait pas. Ce que tu ressentais près de lui avait un nom. Ce nom, Carl Jung l'a cerné il y a presque un siècle dans ses travaux sur la psychologie de l'inconscient. Et ce nom, je vais te le donner aujourd'hui avec une précision clinique que tu n'as peut-être jamais entendue. Tu connais ce sentiment? Cette tension dans le ventre qui apparaissait dès que tu entendais sa voiture dans l'allée. Ce calcul mental silencieux que tu faisais avant d'ouvrir la bouche, à évaluer son humeur, à anticiper sa réaction, à peser chaque mot avant de le prononcer pour ne pas déclencher quelque chose que tu n'aurais pas su nommer, mais que tu savais reconnaître au fond de ton corps. Cette façon que tu avais de traverser ta propre maison comme une étrangère, de te faire petite dans des pièces qui t'appartenaient, de sourire d'une façon qui n'avait rien à voir avec ce que tu ressentais vraiment. Tu marchais sur des œufs, depuis des mois, depuis des années, et tu te disais que c'était ça, une relation réelle, que l'amour c'est compliqué, que tu n'avais qu'à t'adapter encore un peu. Ce n'était pas de l'amour compliqué. Ce que tu vivais avait un nom précis, documenté, cliniquement défini. Et dans les prochaines minutes, je vais démonter pour toi, mécanisme par mécanisme, exactement ce qui se passait. Pas pour rouvrir des blessures, pour te donner quelque chose que personne n'aurait dû te refuser, la clarté. J'ai vécu exactement ce que je viens de décrire. Des années à me demander pourquoi j'étais si fatigué dans une relation qui, sur le papier, semblait fonctionner. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai entendu cette même description des centaines de fois. Des femmes de 30 ans, de 50 ans, des femmes diplômées, indépendantes, intelligentes, qui venaient me voir en pensant qu'elles avaient un problème de gestion des émotions. Et qui, peu à peu, comprenaient qu'elles avaient passé des années dans quelque chose que la psychologie clinique appelle l'abus émotionnel chronique. Ce moment où elles entendent ces mots pour la première fois, je ne l'oublierai jamais. Quelque chose change dans leur visage. Pas du soulagement immédiat, plutôt la solidité d'un sol ferme sous des pieds qui n'avaient pas touché de terre stable depuis longtemps. La difficulté avec l'abus émotionnel, c'est qu'il ne laisse pas de traces visibles, pas de bleu, pas de fracture, rien que tu puisses montrer à un médecin urgentiste ou à un juge. Ce que tu as à la place, c'est de l'épuisement chronique sans cause médicale identifiée, des insomnies, des crises d'anxiété qui surgissent dans les moments les plus ordinaires, dans la queue au supermarché, dans ta voiture sur l'autoroute, au milieu d'une réunion de travail, une hypersensibilité aux tonalités de voix, à certains regards, à certains silences qui ressemblent trop à d'autres silences que tu as appris à craindre. Un doute permanent et sourd de ta propre perception de la réalité. Et une voix dans ta tête, tenace, qui dit « Mais il ne m'a jamais frappé ». C'est exactement sur cette phrase que le narcissique compte. Il sait, pas toujours consciemment, mais avec une précision instinctive, que la société a construit une image très spécifique de ce qu'est l'abus. Une image presque exclusivement physique. Il sait que dès que tu essaieras d'expliquer ce que tu as vécu, les gens vont t'écouter avec une bienveillance de façade et penser en silence que c'est un problème de couple comme les autres. Une incompatibilité de caractère, des défauts de communication, quelque chose qu'une thérapie de couple pourrait arranger. Pas un abus, pas quelque chose de grave, pas quelque chose qui justifie de partir. Ce que la psychologie clinique moderne sait et que Carl Jung avait déjà pressenti dans ses travaux sur les dynamiques relationnelles pathologiques, c'est que la violence émotionnelle est, sur le long terme, la forme d'abus la plus dévastatrice pour la structure psychologique d'un individu.
non pas parce qu'elle est nécessairement plus douloureuse dans l'instant, mais parce qu'elle réorganise le cerveau. Elle réécrit l'image que tu as de toi-même depuis l'intérieur. Elle transforme quelqu'un de fort, de confiant, d'entier, en quelqu'un qui doute de sa propre perception de la réalité. Et elle le fait si progressivement, si méthodiquement, que tu ne vois pas la transformation se produire. Tu te réveilles un jour différente de ce que tu étais, et tu n'as aucune idée de quand ni comment c'est arrivé. Aujourd'hui, je vais te donner un langage, un vocabulaire clinique précis pour ce que tu as vécu, pas pour te coller une étiquette, mais parce que nommer quelque chose, c'est reprendre du pouvoir sur ça. Et la clarté que ce vocabulaire apporte, c'est le commencement de la libération. Carl Jung ne parlait pas d'abus émotionnels en ces termes-là, mais dans ses écrits sur la psychologie de l'inconscient collectif, sur les archétypes, sur la relation entre l'ombre et la persona, il a posé les fondations théoriques de ce que nous comprenons aujourd'hui comme la violence psychologique dans les relations intimes. Jung avait observé, avec une précision qui a mis des décennies à être confirmée empiriquement, comment certains individus utilisent les mécanismes inconscients de l'attachement pour dominer, contrôler et vider de sa substance émotionnelle la personne qui vit à leur côté. Il parlait de la persona, ce masque social soigneusement construit que le narcissique porte en public avec une virtuosité déconcertante. La personnalité charmante, généreuse, attentive que tout le monde voit. Et de l'ombre, cette partie que Jung définissait comme la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être. Cette part obscure que le narcissique externalise, projette et dépose dans la relation intime où le masque n'est plus nécessaire parce que tu es déjà pris au piège. Il parlait de l'individuation, ce processus par lequel un être humain devient pleinement lui-même en intégrant toutes les dimensions de son psychisme. Et il observait comment certaines relations pathologiques bloquent délibérément ce processus, empêchant l'autre de se développer, de se voir, de s'affirmer, parce qu'un partenaire qui s'individue est un partenaire qui finit par partir. Ce que les cliniciens contemporains ont fait, c'est nommer avec précision ce que Jung avait décrit. L'abus émotionnel est défini cliniquement comme un pattern de comportement intentionnel ou semi-intentionnel conçu pour contrôler, intimider, isoler ou dégrader psychologiquement une personne sur la durée. Ce n'est pas un malentendu, ce n'est pas une mauvaise communication, ce n'est pas deux caractères incompatibles qui se heurtent. C'est un pattern, répété, systématique, avec un objectif. Et cet objectif, le narcissique l'atteint à travers 4 formes distinctes qui se superposent, qui s'alimentent mutuellement et qui ensemble créent ce que les psychologues cliniques appellent le syndrome de traumatisme relationnel chronique. Retiens bien ce que je vais dire maintenant, parce que le premier mécanisme est celui que presque personne ne reconnaît comme de l'abus quand il se produit. Première forme, le vide émotionnel calculé. Le narcissique comprend très rapidement ce dont tu as besoin émotionnellement, non pas parce qu'il est empathique, mais parce qu'il a besoin de cartographier tes besoins pour savoir comment te contrôler. Et au début de la relation, pendant la phase que les psychologues appellent le love bombing, il te donne exactement ce dont tu as besoin en quantité maximale, la présence totale, l'attention complète, la tendresse débordante, la validation ininterrompue. Il mémorise tes préférences, tes peurs, tes rêves, tes insécurités profondes. Il te regarde comme si tu étais la chose la plus précieuse, la plus rare, la plus incomprise qui soit. Et cette phase peut durer des semaines, des mois, parfois plus. Assez longtemps pour que tu t'habitues à ce niveau d'attention, pour que tu intègres dans ton système nerveux que c'est ça, cet homme, cette relation, ce que tu peux attendre. Et puis, progressivement, il commence à retirer, pas d'un coup. Ce serait trop visible, trop brutal, tu partirais. Goutte à goutte. Un silence là où il y avait une réponse. Une indifférence là où il y avait de l'intérêt. Une froideur là où il y avait de la chaleur.
Un regard qui passe à travers toi là où il y avait un regard qui te voyait. Il est physiquement présent, mais émotionnellement absent. Et cette absence est beaucoup plus douloureuse que n'importe quelle agression, parce qu'elle ressemble à de la disparition. À toi qui disparaît de son regard. Et toi, tu te retrouves à courir après quelque chose que tu avais eu, à essayer de retrouver l'homme du début, à te demander ce que tu as fait de travers, à t'adapter, à t'améliorer, à te contenir davantage, à essayer d'être la version de toi qu'il semblait aimer au début. Et pendant que tu cours, il te gère, parce qu'une personne qui court après quelque chose ne regarde pas ce qui se passe réellement. Elle ne voit pas le piège. C'est l'instrument de contrôle le plus puissant dans une relation narcissique. Pas les cris, pas les insultes, le vide, l'absence calibrée, le retrait délibéré de l'amour qu'il t'avait appris à attendre. Ça avait un nom. C'était de l'abus émotionnel. Du calme, parce que la deuxième forme est celle que la plupart des femmes mettent des années à reconnaître, parce qu'elle ressemble tellement à de la vérité. Deuxième forme, la déstabilisation verbale et identitaire. Ce n'est pas nécessairement les insultes à voix haute. Ce n'est pas forcément les cris qui font trembler les murs. Parfois, la déstabilisation verbale prend la forme d'un commentaire glissé avec un sourire, d'une question rhétorique posée avec une douceur calculée, d'une observation énoncée sur le ton de la banalité. Tu es tellement sensible, je ne sais jamais quoi te dire. Tu réagis de façon exagérée, comme d'habitude. Je dis ça pour ton bien, mais tu n'arrives vraiment pas à entendre les critiques constructives. Tout le monde pense la même chose, tu sais. C'est juste que les autres ne te le disent pas parce qu'ils veulent t'épargner. Ces phrases entrent dans ta tête et elles s'y installent, pas comme des souvenirs précis que tu peux revoir et analyser, comme une ambiance, une certitude diffuse et persistante. La certitude que tu exagères, que tu es trop, que tu n'es pas assez, que ton jugement n'est pas fiable, que tu as besoin de lui pour voir les choses correctement, que sans lui tu serais perdu, ou pire, que tu ferais du mal à tout le monde sans t'en rendre compte. Ce processus, Jung l'avait nommé avec une précision saisissante. Il parlait de l'érosion de l'individualité. Le processus par lequel un individu perd progressivement le sens de sa propre identité et de la fiabilité de sa propre perception sous la pression constante d'un environnement qui nie, invalide et relativise son expérience subjective. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité neurologique. Un cerveau soumis à une invalidation chronique se reconfigure littéralement pour douter de lui-même. C'est une réponse de survie. Le cerveau préfère se croire dysfonctionnel plutôt que d'accepter que la personne censée l'aimer soit une source de danger. Et le gaslighting, cette technique par laquelle le narcissique nie systématiquement ta réalité, requalifie tes émotions, réécrit des événements que tu as vécus, cela n'est pas seulement une forme de mensonge. C'est une attaque contre ta capacité à te faire confiance, contre ta capacité à être un témoin fiable de ta propre expérience. Et quand tu n'es plus un témoin fiable de ta propre expérience, tu dépends de lui pour savoir ce qui est réel. Ça avait un nom. C'était de l'abus émotionnel. Troisième forme, le contrôle par la peur et la dépendance émotionnelle. Le narcissique ne te maintient pas avec des chaînes visibles, il te maintient avec un cycle que Jung avait décrit dans ses écrits sur la compulsion de répétition. Ce pattern inconscient qui nous fait répéter les mêmes schémas relationnels jusqu'à ce que nous les comprenions. Mais dans une relation narcissique, la compulsion de répétition est externalisée. C'est lui qui crée le cycle. Et voilà à quoi il ressemble. Phase de tension. Les signes avant-coureurs que tu as appris à lire, un regard plus froid, des silences plus lourds, une impatience qui affleure à la surface. Tu sais que quelque chose arrive, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas pour quelle raison précise. Et cette incertitude maintient ton système nerveux en état d'alerte permanente. Ton cortisol monte, ton corps est en hypervigilance, tu fais attention à tout, tu minimises tout. Tu deviens une version compressée de toi-même. Phase d'explosion ou de retrait. Soit l'explosion bruyante,
soit ce qui est parfois pire, le silence de pierre, le retrait glacial qui dure des jours, l'absence de regard, l'absence de réponse, la punition non nommée pour une faute non expliquée. Et dans ces moments, tu ressens une douleur émotionnelle très précise, celle d'être rejeté, nié, exclu par quelqu'un qui était censé être ton partenaire de vie. Phase de réconciliation. Il revient, il est doux, il s'excuse parfois juste assez pour que tu recommences à espérer. Ou il agit comme si rien ne s'était passé et cette normalité forcée te force à ne pas aborder ce qui vient de se passer. Parce que soulever la question risque de tout recommencer. Et dans ce moment de soulagement, ton cerveau libère de la dopamine. Pas parce que quelque chose de bon se passe, mais parce que quelque chose de douloureux s'arrête. Et ton cerveau, qui n'a pas accès à la nuance, enregistre ce soulagement comme une récompense. Phase d'accalmie. Quelques jours, parfois quelques semaines, où tout semble normal. Où tu respires, où tu te dis que peut-être tu exagérais, que ça va aller. Et puis la tension recommence. Ce cycle, les cliniciens l'appellent le lien traumatique, ou trauma bonding. Et ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'attachement au sens sain du terme. C'est une réponse neurologique à un cycle répété de stress et de récompense. La même réponse, physiologiquement, que celle qui se crée dans les dépendances chimiques. Et cette réponse, le narcissique la connaît intuitivement. Il sait, même sans l'avoir jamais lu dans un livre, qu'en alternant tension et accalmie, il crée quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais qui est en réalité une cage. Ça avait un nom. C'était de l'abus émotionnel. Laisse-moi te parler d'Isabelle, 43 ans, professeure de lycée, 2 enfants adolescents, une vie qui ressemblait de l'extérieur à une vie réussie. Elle est venue me voir la première fois en pensant qu'elle avait un burn-out professionnel sévère. Elle dormait 3 heures par nuit, elle ne pouvait plus se concentrer. Elle avait des crises d'anxiété qui la prenaient par surprise dans les couloirs de son école, dans les toilettes entre 2 cours, au volant de sa voiture sur le chemin du retour. Nous avons passé 3 séances à parler de son travail, de l'administration, des élèves difficiles, des collègues. Et puis j'ai posé une question différente. Je lui ai demandé de me décrire une journée ordinaire chez elle, avec son mari. Et elle a commencé à parler. Elle me racontait comment elle regardait depuis le parking si sa voiture à lui était dans l'allée. Et comment la réponse à cette question changeait l'état dans lequel elle montait les escaliers. Elle me racontait comment elle préparait mentalement ses réponses à des questions qu'il n'avait pas encore posées, parce qu'elle avait appris que ne pas être prête avait des conséquences. Elle me racontait des années de conversation qui se terminaient toujours par la certitude qu'elle avait eu tort. Des moments où elle était absolument certaine d'un fait, une date, quelque chose qu'il avait promis, une discussion qu'ils avaient eue, et où il la regardait avec cette expression de patience légèrement fatiguée, et lui expliquait qu'elle confondait, qu'elle déformait, qu'elle avait mal compris, que sa mémoire lui jouait des tours. Et elle avait fini par y croire, par vérifier ses propres souvenirs avec méfiance, comme si son cerveau était un témoin non fiable de sa propre vie. Elle me racontait comment elle avait progressivement arrêté de voir ses amis. Pas parce qu'ils le lui avaient explicitement interdit, parce que chaque soirée avec elle déclenchait ensuite une conversation difficile. Des questions sur ce qu'elle s'était dit, des commentaires sur l'une ou l'autre qui finissaient par la convaincre qu'elle ne lui voulait pas vraiment du bien. Et un jour, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait plus d'amis à qui parler vraiment, que le seul regard sur elle-même qu'elle avait était le sien. Isabelle n'avait pas un burn-out professionnel. Elle avait passé 12 ans dans une relation d'abus émotionnel chronique et elle n'avait pas le mot pour le dire, pas même le concept, parce qu'il ne l'avait jamais frappé, parce qu'il avait un poste de responsabilité, parce qu'il était charmant à tous les dîners, parce qu'il se souvenait des anniversaires et que parfois il lui offrait des fleurs. Parce que l'image extérieure de leur couple ne ressemblait à rien de ce qu'elle aurait osé appeler un abus. Le jour où Isabelle a eu le mot, le jour où elle a pu dire pour la première fois, ici, dans ce cabinet, ce que j'ai vécu s'appelle de l'abus émotionnel,
Quelque chose a changé dans son corps avant même de changer dans sa pensée. J'ai vu ses épaules descendre d'un seul coup. J'ai vu sa respiration s'élargir. Et elle m'a regardé avec des yeux dont la couleur avait changé. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et elle a dit, donc je n'étais pas folle. Non, Isabelle, tu n'étais pas folle. Tu étais abusée. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. Quatrième forme. L'isolement progressif et la destruction du réseau de soutien. L'isolement dans une relation narcissique n'est jamais présenté comme de l'isolement. Il est emballé dans du soin, dans de l'amour, dans de la perspicacité. Tes amis ne te veulent pas vraiment du bien. Je le vois mieux que toi, parce que je te regarde de l'extérieur. Ta sœur te jalouse depuis toujours. Tu refuses de le voir, parce que tu es trop loyal. Ta famille ne te respecte pas. Tu mérites des gens qui te voient vraiment. Pourquoi passer du temps avec des gens qui ne te comprennent pas comme je te comprends? Nous formons un tout, toi et moi. Nous n'avons pas besoin d'eux. Et progressivement, doucement, presque imperceptiblement, ton cercle se rétrécit. Un ami qui disparaît. Une sœur avec qui les conversations deviennent rares. Une collègue que tu n'appelles plus parce que lui trouve toujours quelque chose à redire sur ce que vous vous dites. Et un jour, tu regardes autour de toi et il n'y a plus que lui au centre. Plus de regards extérieurs, plus de comparaisons, plus de voix qui te dit depuis l'extérieur « Attends, ce que tu me décris ne me semble pas normal ». Et c'est là qu'interviennent les Flying Monkeys, ces personnes de son entourage qu'il a soigneusement maintenues de son côté depuis le début, qui l'adorent, qui voient en toi le problème, qui confirment sa version de l'histoire et te renvoient l'image de celle qui exagère, qui dramatise, dont les accusations menacent quelqu'un d'aussi formidable que lui. Jung appelait ce processus la coupure de l'individuation. Il avait observé que le chemin vers la pleine réalisation de soi passe nécessairement par la capacité à se voir, à s'évaluer, à s'affirmer de façon indépendante du regard des autres. Le narcissique, avec une précision instinctive, s'assure que tu ne développes jamais cette capacité. Il s'assure que le seul miroir que tu es soit le sien. Et ce miroir est soigneusement déformé pour te renvoyer une image qui te maintient petite, dépendante, présente et incapable d'imaginer une vie sans lui. Ça avait un nom. C'était de l'abus émotionnel. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que le narcissique ne voulait pas que tu saches. Quelque chose que toute l'architecture de cette relation était construite pour t'empêcher de comprendre. Le pouvoir qu'il t'a pris n'a jamais été le sien. Il te l'a emprunté. Il l'a emprunté à ta confusion, à ton silence, à ton incapacité à nommer ce qui se passait. Parce que le pouvoir de l'abus émotionnel ne réside pas dans le narcissique en tant que personne. Il réside dans le brouillard, dans l'absence de mots, dans le manque de cadre pour comprendre ce que tu vis. Dès l'instant où tu peux dire « ce que j'ai vécu s'appelle de l'abus émotionnel », quelque chose de fondamental se déplace. Le brouillard se lève. Les événements que tu croyais être des malentendus, des mauvaises journées, des problèmes de communication, prennent leur vrai sens dans un pattern cohérent. Les comportements que tu attribuais à ces défauts ou à tes maladresses deviennent lisibles pour ce qu'ils sont, les mécanismes d'un système de contrôle. Et toi, tu passes de victime à témoin, de témoin à auteur. Pas parce que quelqu'un t'a sauvé, mais parce que tu as maintenant le mot. Et le mot est une clé. Jung a écrit « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Des décennies avant que la psychologie clinique ne documente l'abus émotionnel avec la précision que nous avons aujourd'hui, il avait compris que l'acte de nommer, d'accepter, de regarder en face ce qui nous a blessés est le seul chemin vers une libération réelle. Pas de nier, pas de minimiser, pas de relativiser, nommer. Le chemin vers l'individuation, vers la pleine réalisation de soi que Jung décrivait comme l'objectif profond de tout être humain, ce chemin passe ici. Par ce mot, l'abus émotionnel, le nom que tu avais cherché sans le savoir pendant toutes ces années où tu te demandais ce qui n'allait pas. Au cours des dernières minutes, tu viens d'entendre quelque chose que beaucoup de femmes n'ont jamais entendu avec cette clarté, que ce que tu ressentais près de lui n'était pas une fragilité,
pas une sensibilité excessive, pas un problème de gestion émotionnelle qui t'appartient à toi. C'était une réponse normale, neurologique, cliniquement documentée à 4 formes d'abus émotionnels qui coexistaient dans ta relation. Le vide émotionnel calculé, la déstabilisation verbale et identitaire, le contrôle par la dépendance émotionnelle, l'isolement progressif. Ces 4 formes ensemble constituent ce que Jung avait pressenti et ce que la clinique contemporaine confirme. Une relation conçue non pas pour t'épanouir, mais pour te maintenir. Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la transformation, que nommer ce qui nous habite, même quand c'est douloureux, particulièrement quand c'est douloureux, est l'acte de courage le plus transformateur qui soit. Ces vérités sur l'abus émotionnel et le narcissisme sont encore trop souvent silencieuses, trop souvent minimisées par une société qui confond l'abus avec la violence physique et qui laisse des milliers de femmes sans mots pour ce qu'elles ont vécu. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu portais sans pouvoir le dire, le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est ton signe que ces vérités doivent continuer à atteindre les femmes qui cherchent en silence un nom pour leur douleur. Tu es maintenant gardienne de ces vérités, et ce que tu en fais t'appartient entièrement. Isabelle, à la fin de notre travail ensemble, 2 ans après cette première séance, où elle avait dit « je n'étais pas folle », m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « le jour où j'ai eu le mot, je me suis souvenu que j'avais une voix. Je vais te donner un exercice pratique. Je l'utilise régulièrement en consultation avec des patientes qui sortent de relations narcissiques. Je l'appelle le journal du non. Et je t'invite à le faire dans les 24 heures qui viennent, pendant que ce que tu viens d'entendre est encore frais et présent dans ton corps. Prends une feuille de papier ou ouvre une note sur ton téléphone. Et fais 3 choses. Première chose, écris 5 sensations ou états que tu ressentais régulièrement quand tu étais près de lui, pas ce qu'il faisait. Ce que tu ressentais, toi, dans ton corps et dans ton esprit. La marche sur des œufs, la peur diffuse avant de rentrer, l'épuisement après les conversations, le doute de ta propre mémoire, la honte sans raison, la tension dans la poitrine dès que son numéro apparaissait sur ton téléphone. Écris les mots les plus honnêtes que tu as, même si ces mots font mal, même si ces mots semblent trop forts. Deuxième chose, à côté de chacun de ces 5 états, écris un seul mot. Réel. Ce que tu ressentais était réel. Ce n'était pas une invention de ta part. Ce n'était pas une exagération. Ce n'était pas ta sensibilité qui dysfonctionnait. Ton corps savait avant ta tête. Ta perception était fiable. Tu avais le droit de faire confiance à ce que tu ressentais. Troisième chose, pour chacun de ces 5 états, écris cette phrase en entier. Ça avait un nom. Ce que je ressentais s'appelait de l'abus émotionnel, et je n'avais pas à vivre avec ça. Cet exercice peut paraître déceptivement simple. Je t'assure que ce n'est pas le cas. En 15 ans de travail clinique avec des survivantes de violences narcissiques, les femmes qui font ce travail de nomination vivent quelque chose de physique dans leur corps. Pas de l'euphorie, pas une libération spectaculaire, plutôt une solidité. Le sentiment de reposer les pieds sur un sol ferme après des années de marche dans du sable mouvant. Quelque chose qui ressemble à la vérité. Tu mérites de prononcer ces mots à voix haute, peut-être pour la première fois aujourd'hui. Peut-être en silence, seul, dans l'intimité de ta propre pensée. Tu mérites de te dire, même une seule fois, même à voix basse, ce que je ressentais avait un nom. Et maintenant, je l'ai. Jung disait, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Pendant des années, tu as regardé à l'extérieur, tu as cherché à comprendre lui, à décoder ses sautes d'humeur, à anticiper ses besoins, à t'adapter à ses exigences changeantes. Aujourd'hui, je t'invite à regarder à l'intérieur, non pas pour y trouver ce qui ne va pas en toi, mais pour y reconnaître ce qui a toujours été vrai. Ta douleur était réelle. Ta confusion était une réponse normale à quelque chose d'anormal. Ton épuisement avait une cause que tu peux maintenant nommer. Et ton chemin de guérison commence exactement là.
à ce mot. L'abus émotionnel. Le nom que tu avais cherché sans le savoir. Quelle est la première chose que tu as ressentie en entendant ces mots appliqués à ce que tu as vécu? Du soulagement, de la résistance, une douleur inattendue, quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer? Écris-le dans les commentaires. Un seul mot suffit, juste le premier qui vient. Ce que tu écris ici, c'est aussi un acte de guérison. Et tu n'es pas seul à l'écrire.